Comment construire durablement au Gabon? C'est autour de ce thème que nous poursuivons notre grand débat du soir qui tourne depuis le début de cette semaine sur la question du logement au Gabon. Pierre Bongolo, expert foncier et actuellement conseiller technique du ministre de l'Environnement. Il y a également avec nous Donald Santesprit Makunga Mabika, qui est leader d'opinion, par ailleurs acteur politique, qui sont mes invités certainement au cours de notre émission. Un autre invité va nous rejoindre sur ce plateau. Messieurs, on parle de cette question épineuse du logement au niveau du Gabon depuis le début de la semaine. Et là, particulièrement, on parle du logement durable, donc de la construction durable au niveau du Gabon. Je me tourne vers vous, puisque vous êtes expert foncier. Quand on parle de construction durable, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, merci pour l'invitation. Quand on parle de construction durable, il faut dire que c'est des constructions qui tiennent compte aujourd'hui des nouveaux enjeux, non seulement écologiques, qui tiennent compte des changements climatiques, mais également qui n'ont pas une grosse empreinte sur le carbone. Donc ce sont des constructions qui doivent être conformes aux normes et aux exigences de développement durable. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Donald, est-ce que c'est une urgence aujourd'hui d'en parler au niveau du Gabon? Bon, mais dès lors déjà que le Gabon a souscrit à plusieurs programmes pour le partenariat déjà, je pense que le Gabon a souscrit à construire... D'abord, c'est un leader mondial au niveau de la lutte contre pour le réchauffement climatique. Donc le Gabon est un leader, donc en tant que leader, le Gabon doit d'abord montrer l'exemple. Donc voici pourquoi, mais je ne pense pas qu'au Gabon, c'est en plus que nous bénéficions déjà de la forêt, nous avons tous les produits recyclables, donc je ne pense pas que ça pose forcément problème. C'est une urgence puisque en tant que leader, on doit être un exemple. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il est nécessaire d'en parler aujourd'hui, notamment au niveau du Gabon, cette question de... L'actualité et même l'actualité et les changements climatiques que nous constatons nous imposent qu'on ne peut plus aujourd'hui construire des villes sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Lorsque vous faites l'état des lieux de la capitale, disons du Grand Libreville, vous allez vous rendre compte que les gens sont installés dans des bidonvilles, sont installés dans des zones inondables, ils sont installés dans des zones à risque et chaque année on enregistre des morts dès lors qu'on tombe dans la saison de pluie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le véritable problème, c'est que nous n'avons pas un plan ou une politique d'urbanisation de la ville. Alors, pour que les constructions, pour que les villes soient des villes dites durables, on doit partir du principe que tout doit commencer par la planification. Sans un véritable plan d'urbanisation, on ne peut pas parler de ville durable. Donc, la première chose, et l'urgence climatique nous impose qu'on ne peut plus simplement faire des cités dortoirs. On ne peut plus s'installer n'importe où et n'importe comment. Il y a des exigences dans une ville. La ville est un organisme vivant. Elle peut être malade et une fois que la ville est malade, ce sont les populations qui sont à l'intérieur de la ville qui vont subir. C'est pourquoi construire passe par des préalables de planification. Planification urbaine qui veut dire plan, schéma directeur d'aménagement des villes, plan d'occupation des sols en tenant compte du développement économique, de l'évolution démographique et également des besoins réels des populations. Donc il faut mettre les bases de la ville durable, c'est la planification. Les bases de la ville durable, c'est une meilleure gestion foncière. Les bases de la ville durable, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité et aux infrastructures de base. S'il n'y a pas ces éléments, on ne peut pas parler de ville durable. Et l'urgence aujourd'hui nous impose que dans la 5e République, dans laquelle le Gabon est rentré, il faut commencer le développement par la base, ça veut dire la planification. D'accord, sans planification, on est perdu à jamais. Sans planification, on est perdu à jamais. Sans planification, on va subir de plus en plus les catastrophes naturelles. Sans planification, il va y encore avoir beaucoup de morts dans notre capitale. D'accord. Monsieur Donald, finalement, quand on écoute
l'expert parler sur ce plateau, on comprend très bien que l'État a une grosse responsabilité dans cette planification et notamment peut-être les éboulements, même si souvent on rejette la pierre sur les populations. Souvent on dit mais comment vous pouvez aller construire à tel endroit alors que vous voyez que le terrain est accidenté, alors que vous voyez que le terrain est ici, quand même difficile. Vous, en tant que leader d'opinion et surtout acteur politique, quelle est la lecture justement que vous faites de ce phénomène au niveau national? Ok, d'abord, ce phénomène, comme vous le soulignez, au niveau national, parce qu'on ne voit pas seulement Libreville, il faut comprendre le problème au niveau national. Je vois souvent le Gabon comme un enfant, un nourrisson qui est atteint du marasme, donc une maladie de carence, qui a pour cause le manque d'équilibre alimentaire. Il n'a pas une alimentation équilibrée. Donc quand vous voyez, le Gabon souffre d'une macrocéphalie. Ça veut dire, vous voyez, la tête, donc la grande ville Libreville, qui est vraiment la grande ville, et puis les pieds, le reste du corps, donc il peut représenter le reste des provinces, amaigri. D'accord? Donc c'est un problème d'équilibre. Donc quand on revoit au niveau du développement, Libreville regorge plus de 75% des gens de la population gabonaise. C'est déjà ça. Donc quand on parle des eaux Israël, les villes qui se vident, mais quand on doit rééquilibrer, je vais dire, je ne sais pas si vous me suivez, si on rééquilibre le développement, parce qu'on pense que c'est Libreville, la grande ville, là-bas, tout le monde fuit d'autres villes pour s'entasser à Libreville, même dans des conditions, comme vous le soulignez ici, après, les gens peuvent s'écrire. Il n'y a pas véritablement de choix, surtout que dans les autres villes du Gabon, il n'y a pas, par exemple, des universités. Les universités, donc, quand on gagne le bac, on est obligé de venir ici au niveau de Libreville. Donc, je disais, donc quand on arrive face à ce genre de maladies, moi je veux dire, donc il faut rééquilibrer donc, le développement. Donc, le traitement que doit prescrire aujourd'hui les nouvelles autorités de la transition, c'est rééquilibrer le développement pour que d'autres villes soient au même niveau de développement, enfin, désengorger. C'est une des solutions pour désengorger Libreville. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'urbanisation. Regarde, il y a les travaux de canalisation de nos bassins versants qui ont débuté depuis 2013 aujourd'hui. On voit Arambo, La Gombier, Bataveya, Olumi, tous ces bassins versants. Je pense que, comme disait l'expert, tout commence par la planification, l'urbanisation. Quand tout ça rentrera en ordre, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace qu'on peut récupérer. Il suffit de canaliser la ville de Libreville, par exemple. Parce que quand on parle aujourd'hui de construction, aujourd'hui qui sont en Raïque, vous voyez qu'on est en train de démolir, exemple, derrière l'ambassade de Chine, mais si vous étiez allé là, moi je suis allé d'un tour là-bas, mais c'est pas, les gens ne peuvent pas vivre là-bas. Vraiment, c'est dans des conditions. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec les bassins versants bien organisés, nous pouvons récupérer beaucoup d'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'espace aujourd'hui. Le président de la République est arrivé, en 20 mois, il soulignait qu'il avait déjà distribué 1130 titres fonciers, mais vous voyez que c'est insuffisant. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Parce que finalement, c'est un problème d'espace ou un problème d'aménagement. Parce que quand même, quand on regarde le Grand Libreville, il y a des espaces quand même qui sont quasi vides, qui ne sont pas occupés. Est-ce que la question des VRD dans ces conditions-là doit refaire surface, M. Bongolo? Il ne se pose pas au Gabon un problème d'espace. Nous sommes un grand pays pour une petite population. Et si vous voyez, vous prenez les statistiques, même vous prenez entre Libreville et Ntoum, il y a énormément d'espace. Je me réjouis aujourd'hui que le président ait lancé la ville de Libreville 2. C'est un énorme projet qui démontre à suffisance qu'à moins de 100 km de Libreville, nous avons énormément d'espace. À moins de 50 km de Libreville, là en Ntoum, la ville est quasiment vide. Il y a assez d'espace. Et même quand vous prenez Libreville intramuros, c'est-à-dire que vous prenez Libreville au Vendo à Kanda, il y a énormément d'espace. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la gestion foncière. Comment est-ce que le foncier est géré? Comme je le disais hier sur ce plateau, c'est le problème d'accès au foncier qui pose problème dans la problématique du logement.
Donc il y a énormément d'espace. Vous parlez d'accès au foncier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment est-ce que le Gabonais lambda accède à avoir une parcelle? D'accord. Voilà, là au moins c'est clair pour Voilà. tout le monde. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir une parcelle? Parce que, comme disait mon frère qui est à côté, il y a un problème de gestion, un problème d'équilibre. Vous avez des gens qui ont des sociétés civiles immobilières qui occupent énormément d'espace et vous avez à côté des gens qui sont obligés de se tasser dans des bidonvilles parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc, il y a énormément d'espace. Il suffit de bien organiser la ville. Et vous avez également le phénomène de la spéculation foncière, ça veut dire des gens qui ont des espaces et qui les vendent à prix d'or. Donc le coût de la parcelle, il est excessivement cher, ce n'est pas un problème d'espace, mais parce que l'État lui-même n'est pas avant-gardiste dans la viabilisation des parcelles pour mieux installer ses populations. Oui, à côté de ça, il faut déjà ajouter, il disait il ne manque pas d'espace, aujourd'hui, on a des Gabonais qui peuvent avoir à eux seuls aujourd'hui au Gabon au moins 50 terrains dans Libreville, qu'ils ont acquis parfois de façon frauduleuse. S'il a les moyens, on peut s'offrir, c'est pas interdit, la loi non, j'ai dit, Gabonais, voici, j'ajoute, acquis peut-être de façon frauduleuse. Aujourd'hui, à l'heure de la restauration, moi je pense qu'il faudra que le président, le nouveau président élu, le président Brice Clotaire puisse mettre vraiment du pied vraiment dans la fourmilière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces qui sont occupés frauduleusement par certains citoyens qui ont bénéficié de certaines largesses sous l'ancien régime. Aujourd'hui, et tous ces problèmes-là causent le manque qu'il y a le titre foncier, comme nous l'avons dit. Monsieur, là, si vous parlez des terrains occupés frauduleusement, ça veut dire que plusieurs Gabonais vont se retrouver dans ce cas, parce que nous avons reçu ici hier un expert qui nous rappelait qu'au niveau du Gabon, pour construire, il faut avoir un permis de construire. Or, au Gabon, on compte, il faut qu'on se le dise, on est tous Gabonais, vivons au Gabon. Combien de Gabonais ont construit sur les terrains sans permis? Dès qu'on n'a pas un permis, tout de suite, on peut être en porte-à-faux, sinon on est en porte-à-faux avec la loi. Mais avant le permis, il faut d'abord avoir un permis d'occuper. Le permis de construire, c'est lorsque vous avez un projet de construction d'un immeuble, d'un bâtiment, ou d'une habitation, ou bien un immeuble à usage commercial. Ça veut dire la première chose, c'est d'abord l'acquisition de la parcelle. Ensuite, quand vous avez un projet de construction, vous partez auprès des autorités compétentes pour avoir le permis de construire. Déjà, si on occupe la terre de manière illégale, comment est-ce qu'à la fin on va avoir un permis de construire? Parce que le permis de construire, un des éléments qui rentre dans le permis de construire, c'est le titre foncier ou alors le plan de bornage de votre parcelle. Tous on sait combien, M. Bongolo, pour avoir un titre foncier au niveau de Gabon, c'est combien c'est difficile, l'administration est lente, et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, vous comprenez qu'on construit sans permis de construire, on construit sans permis d'occuper, sans titre de propriété. Dans ce cas, on n'a pas une maîtrise du foncier. Ça veut dire que si... On sait qui, les populations ou l'État? Les populations et l'État lui-même n'a pas une maîtrise du foncier. Si on a la maîtrise du foncier, on va dire telle zone, elle est prévue pour tel usage. Parce que lorsqu'on fait un plan d'urbanisme, on fait un zonage. Zone agricole, zone industrielle, zone d'habitation, ainsi de suite. Et on sait qui occupe telle partie du territoire, telle zone. Or, regardez comment on est installé dans Libreville, regardez comment sont installées les populations, même à l'intérieur du pays. C'est de l'autoconstruction et de l'auto-occupation. Est-ce que c'est finalement ça le gros défi à relever quand on parle de construction durable au niveau du Gabon? Le gros défi à relever, c'est d'abord ça. Avoir une maîtrise du territoire. Et pour avoir une maîtrise du territoire, il faut l'étudier, il faut le planifier. Il faut faire les différents zonages. Comment voulez-vous qu'on construise dans les lits de rivière? Parce qu'il n'y a pas de solution, les populations sont obligées de se débrouiller. Comment voulez-vous qu'on construise dans les mangroves, alors que c'est des zones qui sont intégralement protégées? Comment voulez-vous qu'on retrouve des titres fonciers dans des zones humides qui ne sont pas censées être constructibles? Vous voyez? Donc, première chose, la maîtrise du territoire. Il faut l'étudier, il faut le maîtriser, et on n'attribue pas les parcelles, on n'attribue pas le titre foncier n'importe comment, sans avoir étudié le territoire. Parce qu'après, ça nous rattrape.
Donc finalement, M. Donald, vous qui êtes acteur politique, c'est vrai, vous n'avez peut-être pas été aux affaires, mais on va dire que les politiques ont raté le coach pendant toutes ces années. Les politiques ont raté, puisque vous voyez que la politique de l'aviation n'a pas été mise en musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la population elle-même qui s'est fait des espaces. Donc je pense que les politiques ont échoué. Nous sommes à la Ve République. Il n'est jamais trop tard. On peut tout refaire. Aujourd'hui, il nous faut, je pense que le nouveau président élu a bien sûr a mis l'accent sur le logement, parce qu'on voit ici, en 19 mois, il a distribué plusieurs titres fonciers, mais nous voyons que c'est insuffisant. Il faut vraiment un plan d'urgence au niveau du logement, au niveau de Libreville, surtout qui est la ville qui est plus impactée par le mauvais logement au Gabon. Donc, et nous n'avons pas de choix parce que le thème de ce soir, c'est la construction durable. Le Gabon, comme je disais, qui a signé des partenariats avec Africa Bridge Development, qui doit construire 2 bâtiments au niveau de Libreville écologique qui répondent aux normes. Et nous devions poursuivre dans cette lancée déjà parce qu'il parlait aussi de construction dans des zones humides, tout ça. Parce que la construction durable prend aussi les conditions de vie humaine. Il faut que la santé doit aussi être préservée là-dessus. C'est que nous allons lutter contre les gaz, contre le réchauffement climatique. La santé aussi fait aussi partie de la construction durable. Donc, il y a des gens qui habitent aujourd'hui dans des zones qui ne garantissent pas la bonne santé des populations. Et justement, puisqu'on parle de garantir la santé, je me tourne vers vous, M. Bongolo, vous qui êtes expert. Quels sont les critères à prendre en compte quand on parle de construction durable? Alors, quand on parle de construction durable, les critères, c'est d'abord, il faut une zone bien assainie. Il faut une zone assainie. Et pour qu'une zone soit bien assainie, il faut quoi? Pour qu'une zone soit bien assainie, comme je vous l'ai dit, tout passe par la planification. D'accord. Tout passe par l'aménagement. D'accord. Parce que ne demandez pas aux populations qui cherchent à construire leur maison d'aller préserver les lits des rivières. Vous voyez comment les gens construisent aujourd'hui. Il y a un petit cours d'eau, ils font le remblai. Et derrière, lui, les gens s'inondent. Et logement durable, ça veut dire que j'ai l'accès à l'eau, j'ai l'accès à l'électricité, j'ai l'accès à la route. Parce que je peux construire le meilleur immeuble, mais si je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité et je n'ai pas accès à la route, je n'appelle pas ça logement durable. D'accord. De l'autre côté, je dois également être moins consommateur d'énergie qui favorise le réchauffement climatique. Comment être bon consommateur d'énergie, surtout qu'aujourd'hui il fait de plus en plus chaud, presque tout ce qu'on utilise c'est avec l'électricité, comment on fait? Très bien, mais il y a des solutions alternatives à l'électricité classique. Il y a le solaire par exemple. Il y a des gens qui installent le solaire. Il y a des gens qui font des forages, par exemple pour avoir l'accès à l'eau. Voilà, le problème d'accès à l'électricité et à l'eau aujourd'hui est un véritable problème pour notre pays. Donc je pense que c'est le moment de penser peut-être à un autre modèle de logement. Donc le modèle de logement, c'est peut-être pas le logement classique comme on le voit avec les briques de parpaing. Il y a par exemple la construction en briques de terre cuite. Ça fait partie des solutions. Vous pensez qu'au XXIe siècle, on peut encore revenir sur cette technique? La brique de terre cuite? Oui. Messieurs, la ville qu'on appelle Toulouse en France est appelée la ville rose. D'accord. Allez voir les constructions, c'est en brique de terre cuite. D'accord. La brique, en Afrique du Sud, la plupart des logements et même des immeubles sont en brique de terre cuite. D'accord. Et aujourd'hui, la brique de terre cuite, je pense que est une des solutions. Pourquoi? Parce que la brique classique, vous avez regardé les composants de la brique classique. Il y a du ciment. Pour produire le ciment, c'est toute une usine qui doit tourner. Vous avez le sable. Aujourd'hui, pour tirer le sable des rivières, il faut utiliser beaucoup de machines, des dragues et autres. Vous avez beaucoup de composants qui rentrent dans la brique de terre, dans la brique classique, qui nécessitent des usines de transformation. Or, la brique de terre cuite, elle ne nécessite pas beaucoup de technologie et beaucoup de matériaux. Donc, si nous voulons également réduire notre empreinte carbone, il faut
penser à des techniques comme celle-là. Donc quand on parle de construction durable, on remet en cause même le matériel qui est utilisé pour construire le matériel. Exactement. Par exemple, le bois, lui, par exemple, il est beaucoup attendu pour la construction durable parce que le bois capte le carbone. Vous voyez déjà, à la place de la brique classique. en parpaing, le bois, par contre, capte le carbone. Donc, la construction durable doit prendre compte de tout ça. Et comme le Gabon, c'est un pays qui est couvert à plus de 85% de forêts et le bois, je pense que l'État peut même désormais se pencher de ce côté. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui... Si décidément on se tourne vers le bois, mais finalement les forêts vont terminer plus rapidement. Non, je dis bien 85% du Gabon est couvert de forêts. Donc le bois n'est pas un problème au Gabon parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la cherté du bois. J'étais là dans une galerie, j'ai vu pour le bois d'hiver, le bois dur, c'est 5 000 francs, 4 mètres. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme pour un Gabonais économiquement faible. D'accord. Cette option du bois également, vous en tant qu'expert, vous la partagez? Bien sûr, mais la plupart de... Vous voyez, ce que nous on néglige chez nous, ça vaut de l'or ailleurs. Voilà un pays producteur de bois, couvert à 85% de forêt, mais qui utilise moins le bois pour la construction. Vous allez en Europe, vous allez en Occident, où ils n'ont quasiment plus de grandes forêts. Mais eux, leur construction privilégiée, c'est le bois. Comment comprendre cela? Vous avez vu le siège du Fonds gabonais d'investissement stratégique qui est sur la baie de Roi. Ça fait un bel exemple de construction en bois. C'est un beau bâtiment, là, R+5, mais la façade extérieure, elle est en bois. Quand vous allez à l'intérieur également, on a maximisé sur le bois. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser le bois comme matériau de construction, même des grands immeubles dans ce pays. Comme la brique de terre cuite, voilà des solutions qui permettraient de réduire vraiment l'impact sur la... Donc, l'une des solutions carrément, ce serait de changer notre manière de concevoir quand on parle de construction, parce qu'aujourd'hui, tous les Gabonais se ruent vers la brique classique. Donc, ce que vous êtes en train de nous demander sur ce plateau, c'est qu'on essaie de revoir les choses autrement. Parce que... Pas forcément revoir autrement, D'accord. mais repenser. Vous savez, l'histoire, vous allez dans nos villages, vous aurez moins de construction en parpaing. Mais c'est la brique de terre cuite. Nous avons grandi là-dedans. Et en plus, il faisait moins chaud dans ces maisons. Donc, oui, aujourd'hui, quand vous arrivez dans les villes, tout est en parpaing, tout est en béton, alors qu'il y avait des solutions classiques qui ont permis à nos parents de nous élever, des solutions qui n'avaient pas qui ne nécessitaient pas beaucoup de moyens pour construire. Alors, puisque vous parlez d'histoire, est-ce que finalement, quand on parle de construction durable, il faut qu'on remette également au goût du jour? Il faut peut-être qu'on aille puiser dans nos cultures et naturellement dans notre histoire pour pouvoir avoir des maisons aujourd'hui qui s'arriment avec le temps dans lequel nous sommes. Bien sûr que oui, parce que quand on parle de construire durablement, aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, hier, c'était la paille. Vous voyez, la paille a moins de fait sur le réchauffement climatique aujourd'hui que la tôle, par exemple, ou la fabrication nécessite beaucoup des usines, par exemple. Donc, moi, je pense que... Mais il faut, comme on disait le bois, il faut que l'État mette en place. Moi, je pensais, par exemple, c'est notre bois. D'accord, nous avons des travaux publics. Parce qu'aujourd'hui, le coût, parce que quand vous voyez quelqu'un aller prendre le parpaing, chacun parfois a envie de construire une bonne bâtisse en bois d'hiver, par exemple. Mais c'est le coût aujourd'hui. Mais ce coût est élevé, tout simplement à cause de revendeurs et tout ça. Moi, si tous ces secteurs sont aux mains de l'État aujourd'hui, s'il y a une société, la société du bois du Gabon, par exemple, mettre un pan pour la fabrication des planches et tout ça et vendre à un prix très réduit pour les Gabonais économiquement faibles, mettre, comme j'ai entendu un projet d'un marché pour les économiquement faibles, s'il y a des quincailleries désormais qui sont là pour les économiquement faibles, nous avons le bois au Gabon, c'est exploité par les Gabonais, par les sociétés gabonaises, par l'État, et l'État qui revend désormais aux populations à un prix très réduit, nous allons aussi profiter à construire durablement.
au Gabon. Alors, messieurs, on va marquer une petite pause parce que c'est 2 fois 26 minutes, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Deuxième et dernière partie de notre grand débat du soir, toujours avec mes invités, M. Donald et M. Bongolo. On parle justement du défi de la construction durable au niveau du Gabon. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever au niveau de notre pays, M. Bongolo? Les défis à relever, comme je le mentionnais dans la première partie de notre émission, c'est de réussir à concilier développement durable, bien-être des populations et préservation de l'environnement. Au niveau simplement du logement, il faut savoir qu'une ville qui se construit d'elle-même sans planification préalable conduit forcément à la catastrophe. Donc le défi, c'est le défi de la planification, d'une meilleure gestion des espaces, d'une meilleure maîtrise du foncier et d'une planification qui permettra d'avoir un développement durable et un logement durable. Au-delà de ces défis, quand même, il faut également le changement de mentalité, M. Donald, puisqu'on a vu aujourd'hui, on a un bel exemple au niveau du Gabon, l'État qui est en train de reprendre ses propriétés derrière l'Assemblée. Mais là, il y a également les populations qui se lèvent, qui grognent, qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train d'être fait, qui crient au scandale. Ok, déjà, sur ce qui se passe derrière l'Assemblée, oui, il y a changement de mentalité, mais moi je pense aussi que l'État aussi, parce que je suis allé derrière l'Assemblée et j'ai constaté qu'il y a certains qui avaient été indemnisés et d'autres pas. Et est-ce qu'il y a eu un travail scientifique, minutieux, bien vérifié sur ceux qui ont été indemnisés et ceux qui ne sont pas? Ce n'est pas le sujet déjà, donc vous parlez de mentalité, moi je pense que aussi, parce que le durable aussi sur la santé, c'était au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, si on voit les déchets que engendrent aujourd'hui les populations dans ces quartiers, c'est ce qui est même le nœud du problème. Parce que, par exemple, quand on parle de responsabilité partagée, il y a des Gabonais qui ont élu domicile autour de la grande décharge de Mindoubé. Est-ce véritablement la faute de l'État parce qu'il n'y a pas une véritable planification ou également la responsabilité des citoyens est engagée? Bon, en partie, la responsabilité du citoyen, mais celui qui va se loger à la décharge de Mindoubé, c'est celui qui n'a pas eu d'espace pour se loger. Parce que l'État a failli. L'État a failli. Donc, voici moi, je pense que toutes ces politiques qui sont mises en place, rééquilibrer le développement au Gabon, remettre aujourd'hui, nous avons vu depuis le début de la transition, aujourd'hui on a vu le président était à Cocobiche, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à Cocobiche. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont des Cocobiches, mais qui sont parfois obligés d'être logés à la décharge de Mindoubé parce que les conditions ne sont pas réunies à Cocobiche. Mais aujourd'hui, avec le développement de Cocobiche, il y a certaines familles qui sont logées. J'ai vu des stations à essence qui commencent à sortir, ainsi de suite, des casernes des sapeurs-pompiers qui commencent, c'est beaucoup de Gabonais qui seront affectés là-bas aujourd'hui. Donc le développement va de pair aussi que tout ce dont nous faisons allusion ici. D'accord, donc ça veut dire en réalité que pour arriver à construire de manière durable au niveau du Gabon, il faut également qu'on prenne en compte ce pan, ces Gabonais économiquement faibles, donc la pauvreté qui accable, la misère qui accable plusieurs familles au niveau du Gabon. M. Bongolo. Mais gouverner, c'est prévoir. Et je loue le courage aujourd'hui du président de la République. On a vu depuis le début de la transition comment il était sur le terrain pour impulser un changement au niveau du développement et même dans le secteur de l'habitat. Lorsqu'il arrive à distribuer 1000 titres fonciers et qu'il arrive à produire près de 500 parcelles, c'est déjà un début de solution. Mais comme je disais, gouverner, c'est prévoir. Vous voyez, le défi, le défi du logement ne s'adresse pas qu'aux Gabonais, en fait, mais à tous ceux qui habitent au Gabon. Parce que vous avez également une forte immigration.
toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur, où est-ce qu'elles logent? Nos frères ouest-africains qui généralement sont logés autour des mangroves, exactement, qui détruisent la mangrove. Détruisent la mangrove, parce qu'ils viennent avec les mentalités. Vous prenez nos frères qu'on appelle les Kalaba. Et ils sont habitués à vivre à côté de l'eau, là où ils doivent faire la pêche. Or, nous, on prend les engagements à l'international de préserver nos mangroves. Eux, ils viennent, ils s'installent sur les mangroves, ils les détruisent, ils font toutes sortes d'activités à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a le changement de mentalité de nos compatriotes, ça c'est un fait. Il y a la maîtrise de l'immigration et de l'accueil que nous réservons à ceux qui viennent. Donc, les défis sont nombreux. Mais dans tous les cas, c'est le gouvernement qui impulse, c'est le chef de l'État qui va impulser sa vision demain, comme il a commencé à le faire aujourd'hui. Et je crois qu'il est parti sur une bonne base, on commence bien. Le petit bémol des populations qui se plaignent derrière l'Assemblée ou alors derrière oui, c'est derrière l'Assemblée. Oui. Ça se comprend. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Vous savez, quand on veut restructurer une ville, on commence par trouver des espaces, viabiliser les espaces. Et ensuite, une fois que les espaces sont viabilisés, on peut indiquer les populations, allez vous installer dans telle zone. Vous prenez près de 600 familles gabonaises, vous leur donnez de l'argent. Déjà pour accéder à une parcelle dans ce pays, c'est difficile. Vous voulez qu'ils aillent s'installer où? Ils vont aller encore dans des zones à risque. Ils vont aller s'installer n'importe comment parce que au préalable, on n'a pas viabilisé des zones pour leur permettre de bien s'installer. Vous voyez, ça va être le serpent qui se mord la queue. Donc, je pense que le président de la République, qui est chef du gouvernement aujourd'hui, va regarder de près cette question parce qu'il en va du bien-être des populations. Les défis sont nombreux, il faut maîtriser l'immigration, il faut changer les mentalités, mais l'État doit être prévoyant. Parce que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui d'électricité, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui d'eau sont liés à un manque de planification. La population augmente. Plus la population augmente, non seulement le changement démographique propre aux Gabonais, on a l'immigration. Si demain on ne viabilise pas, on n'urbanise pas les villes, les défis resteront les mêmes. Les gens qui s'installent n'importe où et n'importe comment. Et même les engagements qu'on a pris à l'international de préserver la biodiversité et l'environnement, on ne pourra pas les tenir parce qu'on peut maîtriser les Gabonais, mais ceux qui viennent d'ailleurs, on les maîtrise comment? Justement, il faut bien qu'on les maîtrise, mais M. Noudan, on parle de nos frères qui sont installés aux abords des mangroves. Il a évoqué un point important, c'est d'abord l'accès au titre foncier. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de Gabonais qui sont impactés aujourd'hui par les constructions anarchiques, c'est la population la plus faible, c'est la couche la plus faible. Mais aujourd'hui, quand on parle du titre foncier, le président a donné plusieurs parcelles à Igoumié. Comment l'accès au titre foncier aujourd'hui, nous le savons aujourd'hui, en Ngondjé, les gens qui ont eu accès à ces titres fonciers, c'est la majorité de ceux qui ne sont pas économiquement faibles. Mais que l'État aujourd'hui puisse prendre des mesures qui touchent tout le monde. Importantes, qui touchent tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la couche sociale. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais de la Tibichos, c'est lui d'Akébé qui est à côté de Bateveya. Comment il fait pour avoir l'accès à ces titres fonciers qu'il entend juste parler à la télévision? Je ne connais même pas à quoi ressemble le document. Il ne sait même pas à quoi. Les titres fonciers, parcelles, parfois, c'est justement de mots aujourd'hui, mais qui ne trouvent pas de sens dans des bidonvilles aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les politiques puissent mettre en œuvre. Parce que hier, même, quand on entendait les logements sociaux, c'est un ministre qui achète 5 logements sociaux pour ses amis. Mais comment le Gabonais lambda fait en sorte pour rentrer en possession d'un titre foncier? Des parcelles à 2 millions, c'est trop. C'est trop pour un Gabonais économiquement faible. Donc, les nouvelles autorités puissent trouver des mécanismes. Comment reloger tous les Gabonais? Au-delà des Gabonais qu'il faut reloger, M. Bongolo a évoqué également nos problèmes, nos frères ouest-africains qui viennent et s'installent aux abords de nos mangroves et malheureusement, à cause de leur activité de pêche parfois trop intense, détruisent ces mangroves-là. Est-ce qu'il faut véritablement, puisqu'on parle de construction durable au niveau du Gabon,
Est-ce qu'il faut véritablement que les autorités s'asseyent et qu'on réfléchisse véritablement à cette question pour que des solutions soient trouvées dans l'immédiat? Il faut des solutions dans l'immédiat. L'urgence est là. L'urgence est là, d'autant plus que nous sommes dans une période dite interglaciaire. Pendant les périodes interglaciaires, c'est des périodes de réchauffement climatique et donc vous aurez une pluviométrie encore plus abondante. Donc les zones qui s'inondaient vont encore s'inonder davantage. Il est important qu'aujourd'hui, on ait dans ce pays une véritable politique du logement, une véritable politique d'urbanisme qui tient compte des changements climatiques, du revenu moyen de chaque Gabonais. Et quand on parle du logement, on ne voit pas que le logement social. Parce que dans ce pays, quand on voit le problème du logement, on se dit que c'est seulement le logement social. Mais même les gens qui ont des grands revenus ont du mal à se loger. Donc la politique du logement doit tenir compte de toutes les classes de la population. Ça veut dire que si demain on fait des lotissements pour donner des parcelles, on doit également pouvoir construire, comme en France, des HLM, des logements sociaux pour pouvoir loger ceux qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui ont un revenu modeste. Comme ça, on a ce qu'on appelle la mixicité sociale. On n'aura pas des quartiers où il n'y a que des grandes personnalités avec des grosses maisons, vous trouvez que des barrières. Quand vous partez aujourd'hui à la Sablière, c'est une... Je vais dire, on ne doit pas avoir des choses comme la Sablière. Voilà. C'est une forteresse. Les gens, vous ne voyez personne, à partir d'une certaine heure, les gens sont chacun chez soi. Non, ce n'est pas ce genre de ville qu'on veut. Ce n'est pas ce genre de quartier qu'on veut. On veut des quartiers vivants. Parce qu'à la Sablière, quelqu'un passe par là, on peut te mettre dans une barrière, personne ne saura ce qui s'est passé. Donc, on veut des quartiers vivants. On veut des villes vivantes où les gens vivent en harmonie. Et ça veut dire que dans nos programmes de viabilisation des parcelles, si on a viabilisé 500 parcelles pour distribuer, on doit prévoir également des espaces pour faire du logement social. D'accord. Donc, c'est cette mixicité-là qui doit pouvoir être faite dans notre pays pour pouvoir faire en sorte que tout le monde vive ensemble et en harmonie. D'accord. Je vais m'arrêter sur ce que M. Bongolo dit. Il a pris l'exemple de la Sablière, qui n'était pas forcément un exemple, surtout que nous sommes bantous. Est-ce que finalement, quand on parle de construction durable, la construction durable rime avec... rime doit prendre en compte, voilà, merci, doit prendre en compte nos valeurs culturelles, parce que en tant que bantous, en réalité, nous, on est habitués, on vit en communauté, on partage le gibier. Voilà. Quand l'autre n'a pas, on est là pour lui. Mais quand on a des quartiers comme la Sablière, c'est pas forcément ça. Finalement, est-ce que construction durable doit prendre en compte, doit rimer avec les valeurs culturelles des Bantous que nous sommes? Mais oui, parce que d'abord, nous sommes des Bantous. Ce qui fait d'abord un pays, une nation, c'est d'abord son identité culturelle. C'est ça. Si nous avons perdu notre identité culturelle, nous avons tout perdu et nous sommes perdus. Donc moi, je pense que c'est important, ça doit prendre compte de tous ces paramètres. Déjà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais, si vous donnez à quelqu'un une parcelle de 500 mètres carrés, à peine il aura mis la maison, c'est fini. Il n'aura même pas de l'espace pour faire son petit jardin, pour cultiver son oseille. Il n'aura pas d'espace pour faire sa cabane, pour faire sa cuisine en bois, pour faire le manioc, ainsi de suite. Donc, on doit tenir compte, on n'est pas en manque d'espace, comme je disais. On doit tenir compte de notre culture. L'identité d'un peuple, c'est d'abord sa culture. Il faut regarder dans le passé. Comment est-ce que nos parents ont vécu? Parce que le danger, c'est de prendre tout ce qui vient d'ailleurs, du modernisme, et renier ce que nous sommes dans le fond. Renier ce que nous sommes en réalité, ce qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Donc il ne faut pas oublier, même dans la construction durable, on doit faire un retour aux sources, essayer de faire la mixicité avec le modernisme et créer notre propre modèle du logement. On n'est pas obligé de se loger à l'occidental, vivre dans les immeubles. On n'est pas obligé de se cloîtrer dans des barrières. Non, on doit pouvoir réfléchir à la mixicité. Comment est-ce qu'on allie modernisme et culture? Et ça, je le dis encore, c'est le gouvernement qui doit être avant-gardiste avec des exemples. Vous voyez, quand on fait une ville, on fait un plan d'occupation des sols, on définit le type de logement. Pourquoi demain est-ce qu'on ne créerait pas un quartier où l'État imposerait dans cette zone que des constructions en briques de terre cuite? Vous verrez des choses pousser.
Pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas que dans ce quartier, 50% des maisons doivent être des maisons en bois? Si on fait cela, vous allez vous rendre compte que ça va commencer à prendre forme. La production artisanale de la brique va revenir, la construction du bois va revenir et on ne sera pas obligé. Et pourquoi pas faire aujourd'hui un ministère totalement en brique de terre cuite? On peut faire des choses comme ça. Vous verrez que ça va intéresser les gens. Non, on espère que ces paroles vont être entendues. Quand on parle de permis de construire, parce qu'on en parlait lors de la première partie de cette émission, on parlait de permis de construire. Oui. Est-ce que quand on a un permis de construire, ça veut forcément dire construire une maison d'habitation? Où on peut avoir un permis de conduire pour faire autre chose, de construire, pour faire autre chose? Le permis de construire vous donne droit à ériger un bâtiment. Il peut être à usage d'habitation ou à usage commercial. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il y a des études qui sont faites justement pour déterminer que dans cette zone, vous avez le permis de construire, mais vous ne pouvez pas construire des habitations. Là-bas, vous avez le permis de construire, mais vous pouvez par exemple faire une ferme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le permis de construire, c'est vraiment le document délivré par la mairie pour vous permettre d'ériger votre bâtiment. D'accord. Peu importe la nature. Peu importe la nature. Il y a quand même des études au préalable qui Bien sûr. On va vous exiger la connexion à l'eau, la connexion à l'électricité, les études d'architecture. Il faut démontrer que vous avez étudié votre zone, vous avez étudié votre bâtiment avant de l'ériger. Donc, ça, c'est le préalable. Donc, vous avez ça, le permis de construire. À côté, vous avez également le permis de lotir. Là, ça nécessite, par exemple, lorsque l'État a décidé que cette zone est une zone agricole, vous ne pouvez pas venir à l'intérieur de la zone agricole mettre un bâtiment R+5 pour habitation. Effectivement. Voilà. Si on a décidé que c'est une zone non aedificandi, une zone de préservation, par exemple, vous partez à l'Arboretum, vous n'allez pas aller ériger des maisons à usage d'habitation là-bas. Donc vous avez le permis de lotir qui vous donne droit à faire un lotissement. Vous avez le permis de construire qui vous donne droit à construire un bâtiment, quel que soit l'usage. Et vous avez également le permis d'occuper qui permet également, lorsque vous êtes dans une zone d'utilité publique, par exemple le domaine public routier, vous donne également droit à occuper une parcelle moyennant une redevance annuelle. D'accord, on en parlait déjà quand même, vous avez touché un mot sur cette question lors de la première partie au Gabon, vous l'avez dit, 80% de la population vit dans les grandes villes. Est-ce un frein justement à la construction durable? Oui, c'est un frein déjà, un frein à la construction durable, parce que vous voyez que quand 80%, plus de 75% dirais-je, de la population gabonaise vit à Libreville et à l'origine des catastrophes que nous retrouvons aujourd'hui et qui ne favorisent pas, qui ne luttent pas à apporter l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la construction durable, parce que ça prend compte, comme l'expert a bien souligné, du réchauffement climatique, des gaz de effet de serre, mais quand les populations viennent construire dans l'anarchie, ces populations qui reviennent, parce que pour ceux qui ont occupé le premier terre à Libre dans cette zone de Libreville, par exemple, qui étaient en Nombakele, ils ont occupé des espaces. Ce sont ceux qui sont arrivés de l'intérieur du pays, n'ayant pas d'espace pour s'installer. Or, qu'ils étaient déjà même là-bas dans leur ville, dans de maisons qui réunissent, c'était critères, qui luttent même déjà. Parce que déjà, comme je disais déjà à l'expert, ici, dans nos villages, on avait des maisons en terre battue, en bois. Donc, c'est-à-dire que du sol jusqu'à là-haut, que de matériel recyclable, qui sont les matériels aujourd'hui, qui sont recommandés aujourd'hui pour construire l'autre durablement, par exemple. Là, il y a la paille qui est là, on a le bois, on a la terre, il y a des maisons en terre battue. Donc ces maisons déjà, c'est-à-dire que cette politique qu'on nous impose aujourd'hui, cette rénovation, nous déjà hier, notre histoire, nous respections déjà toutes ces mesures hier. C'est-à-dire qu'en parlant de cette question de construction durable, on était déjà dedans depuis... En réalité, au Gabon, on ne nous apprend rien sur les constructions durables. On est là-dedans. Même sur la préservation des forêts, on est là-dedans. Vous savez, nos parents,
dans les villages avaient ce qu'on appelle des forêts sacrées. Forêts dans lesquelles personne n'avait le droit d'aller faire quoi que ce soit là-bas, sauf les anciens du village. Donc les politiques de préservation, en fait, c'est dans nos gènes. Village, ouais. La construction durable, elle est dans nos gènes. Mais j'ai eu des exemples encore plus intéressants. J'ai fait une mission en Angola en 2017 avec en accompagnant le vice-premier ministre. Et nous avons été logés dans un lodge avec des briques, avec construit avec de la terre battue. Vous voyez, un site touristique construit avec de la terre battue. Et on était logés dans des bungalows là, complètement terre battue, à l'intérieur avec des meubles en bois traditionnels. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour les touristes qui viennent? Vous pensez que tous ceux qui viennent de l'Europe, de l'Occident, ont forcément besoin d'habiter dans les grands hôtels? Non, ils ont besoin de changer. On pourrait proposer des solutions autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc c'est en même temps une solution pour l'écotourisme. Il faudrait que quand l'étranger arrive, quand le touriste arrive chez nous, il n'a pas besoin d'aller être logé à Rambo, il n'a pas besoin d'aller jouer dans les grands hôtels, au Radisson. Il a besoin qu'en plein Libreville, on lui présente des maisons en terre battue qui montrent notre identité. est vrai que ça va attirer beaucoup plus de monde. Ce sera différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, les solutions qu'on pense aujourd'hui être difficiles, en réalité, ce sont des opportunités économiques. Ce sont des opportunités d'affaires. Parce que finalement, il faut dire que la mondialisation, nous, Africains, nous l'avons mal compris. Bien sûr. Peut-être comme ça, oui. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même oublié, il y a d'autres matériaux qu'il faut ajouter, les écorces. Bien sûr. J'étais à Ovendo, un peu le campement côté là-bas, Green Village, là-bas, tout est conçu en écorce là-bas et c'est beau à voir. C'est beau à voir et pourtant, c'est de la paille, c'est de l'écorce et c'est un joyau architectural là-bas. D'accord. Finalement, puisqu'on parlait du fait que dans les grandes villes, on trouve 80% de la population naturellement à Libreville, finalement, l'idée donc de construire un Libreville 2 vient à point nommé. Mais bien sûr, je l'avais déjà proposé depuis 2018. J'avais déjà identifié des espaces que j'ai montré aux autorités qu'il y avait nécessité, parce que vous voyez, la particularité de Libreville, c'est une des capitales qui est entourée de 3 aires protégées. Vous avez le parc national d'Akanda, vous avez le parc de Pongara, vous avez l'arboretum Raponda Walker. Et il y a une pression énorme qui s'exerce sur ces espaces, une pression foncière énorme qui s'exerce sur ces espaces. Et Libreville, c'est, on va dire, 60% des mangroves que nous avons. Et donc, il y avait urgence à déplacer progressivement les populations vers l'intérieur, où il y aurait moins d'inondations, parce que Libreville, c'est une cuvette. Tout vient se jeter à la mer. Quand vous dépassez un peu les PK12, PK13, vous commencez à rentrer dans le continent. Donc vous avez moins de zones qui vont s'inonder là-bas. Donc l'urgence était de déplacer déjà la capitale, construire un Libreville 2 pour pouvoir résorber non seulement le problème du foncier, mais également plus tard revenir restructurer le Libreville actuel pour en faire des terrains à haute valeur, parce qu'à côté de la mer, si on laisse les gens s'installer n'importe comment, le foncier n'aura pas assez de valeur. Donc l'urgence est là de faire un Libreville 2, et bien là qui sera étudié de manière efficace pour bien installer les populations, pour bien faire l'urbanisme et mieux valoriser la terre. Au-delà de ça, est-ce qu'il va falloir faire un travail de sensibilisation également, parce qu'il faut bien que les populations comprennent les enjeux actuels, Monsieur Donald? La sensibilisation, mais il n'y a rien sans sensibilisation, il faut sensibiliser la population. Il faut urgemment sensibiliser la population. Donc, comme il disait, l'idée de Libreville 2 vient un peu nommer parce qu'on en a besoin aujourd'hui. À côté parce que c'est urgent. Comme il disait que nous rentrons dans une zone où il Parce doit... que parfois c'est difficile, vous voulez déguerpir quelqu'un, on va vous dire je suis là depuis 40 ans, 42 ans. Mais je pense qu'il faut d'abord peut-être construire des villes dortoirs. Hein, je pense pour d'abord reloger. Parce que quand les populations, parce qu'ils ne savent pas où aller, parce que comme on disait... Même quand on sait où aller, parfois on est nostalgique, hein, de l'endroit où on a grandi, où on a tout eu. Mais moi je pense même,
À Kingale, j'ai vu les bassins versants. Il y a l'entreprise qui est arrivée en train d'assainir les bassins versants. Je pense qu'ils vont peut-être canaliser bientôt. Mais moi, je pense que cette politique de viabiliser ces genres de terrains, que le cadastre puisse faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas. Aujourd'hui, il y a des zones où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès. Donc, ces genres de travaux, quand c'est bien fait, aujourd'hui, dans les quartiers comme ça, les gens n'ont pas conçu à étage. Mais par contre, aujourd'hui, l'État peut imposer désormais. Parfois, on n'a pas besoin, comme disait, pour d'espace, parce qu'il y a des villes où ce sont des gens à étage. Quand vous voyez, exemple, à Petit Paris, j'ai vu qu'ils ont beaucoup construit à étage là-bas. Mais il y a certains quartiers, comme la baie de Cochon, parfois les constructions ne sont pas à étage. Aujourd'hui, si le sol est bien viabilisé, si les conditions sont bien réunies, c'est bien assaini, on peut construire à étage, peut-être sous contrôle de l'expert. Donc, ce sont des solutions comme ça qu'il faut parfois se trouver. Il y a parfois des gens qu'on n'a pas besoin on peut juste les déloger, le temps d'assainir l'environnement et puis revenir. Bien sûr. Oui, parce que si les terrains sont désormais les espaces dont nous faisons allusion, dès qu'ils sont viabilisés, parce que si on a pu construire sur mer, ce n'est pas sur un bassin versant qu'on ne pourra pas construire. Tout cela, il va falloir viabiliser. Alors, Monsieur Bongolo, on en parle, ça fait rêver, ça donne envie. On espère justement qu'on va atteindre ce niveau. Mais est-ce que aujourd'hui le Gabon dispose d'outils institutionnels pour pouvoir encadrer et orienter la construction durable? Le Gabon dispose d'une loi relative au développement durable. Le Gabon dispose du Code de l'environnement. Le Gabon dispose des lois. Ce n'est pas les lois qui manquent dans ce pays. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes arrivés, le ministère de l'Habitat, en charge du logement, ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait hier. Moi, j'en appelle vivement les hautes autorités à assainir ce ministère, à restructurer ce ministère. Parce que tel qu'il est conçu, on voit qu'on a des problèmes. Que ce soit au niveau de l'accès au foncier, des politiques du logement, de l'urbanisation, on a des véritables problèmes. Il n'y a pas un pays qui évolue sans des réformes. Il faut réformer le secteur de l'habitat. Il faut réformer le secteur de l'urbanisme et il faut revoir la gestion foncière. Il faut mettre en place, conformément au texte que nous avons pris, des institutions qui soient capables de mettre en musique la politique du président de la République. Donc j'en appelle à une réforme sincère de ce secteur-là, à des réflexions profondes pour trouver des solutions durables, parce que si on ne fait pas cela et qu'on laisse les villes évoluer, on court droit vers la catastrophe. Et je crois que les hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, a une volonté manifeste d'apporter un changement dans ce secteur. Et moi, j'en appelle à des réformes sincères pour donner un nouveau souffle à nos villes. Vous savez, 65% de la population à Libreville, en réalité, ça ne devrait pas poser problème. Je suis allé à Singapour, c'est plus de 5,5 millions d'habitants en 2017, dans un territoire pas plus grand qu'Ovendo. Comment est-ce qu'ils arrivent à contenir 5 millions de personnes dans un territoire comme Ovendo? Et nous, on n'arrive pas, avec tout cet espace-là, à contenir moins de 2 millions d'habitants et à se retrouver avec des inondations, avec des morts. Chaque année, le président va aller consoler une famille. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il est temps qu'on sorte des gens des bassins versants. Il est temps qu'on sorte des gens des zones à risque et qu'on construise une ville durable. Cela passe par la planification. Cela passe par les réformes du secteur de l'habitat. Merci, monsieur. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur Bongolo. Merci également à vous, monsieur Donald, de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous très vite sur Gabon 24.